Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce 18e journal de mon année de 5 demi. Nous sommes le dimanche 29 janvier, il est 16h37 et c'est le dernier journal de bord du mois de janvier, puisque forcément, si on est le 29, vous doutez bien que la semaine prochaine, nous serons en février, et donc ça nous rapprochera encore plus inlassablement des concours, ce qui est une pensée à la fois terrifiante et un peu réconfortante, parce que mine de rien, à la fois j'ai pas envie de retourner au concours, puisque c'est assez compréhensible, enfin les écrits c'est assez épuisant et c'est assez peu satisfaisant, puisque globalement c'est plus ou moins de la torture, mais on accepte. Et d'un autre côté, je me dis, une fois que j'aurai passé les écrits, je passerai les oraux, et après, quoi qu'il arrive, je dirais au revoir à la prépa pour toujours. J'avais pas du tout prévu de parler de ça aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et donc voilà, c'est cette pensée qui me dit que, en fait, si je passe les concours, si je passe les écrits, après je serai libre. Euh, Pas tout à fait, mais presque libre. Je pourrais retrouver la fougue de la jeunesse, hein, ce qui manque, hein, puisque bien évidemment, moi, juste avant la prépa, j'ai eu le confinement, ce qui fait qu'en fait, finalement, ça va faire 4 ans, plus ou moins, que je suis déjà dans un mood prépa, puisque mon année de terminale, j'ai passé, donc, c'était pas la vaste majorité, mais c'était au moins un bon tiers, voire une bonne moitié, en confinement, donc à rester chez moi. Ensuite, je suis allé en prépa, j'ai fait la première année. Ensuite, j'ai fait la deuxième année, sachant que dans la première année, il y a eu genre 2 semaines de confinement. Je fais la deuxième année, bon. Après, j'ai décidé de rester en prépa une troisième année, donc ça fait un moment quand même là que je suis vraiment dans ce mood de on reste chez soi pour travailler, on ne profite pas de la vie, hein. La photosynthèse, de toute façon, c'est pour les plantes. Donc moi, j'ai pas besoin de soleil. Bref, j'imagine que pour ceux qui sont en deuxième année ou en 5 demi, vous comprenez un peu de quoi je veux parler. Pour ceux qui sont en première année, vous inquiétez pas, ça viendra bien assez tôt. Mais bref, ouais, il y a donc cette pensée qui me tourne dans la tête depuis quelques temps là, où je me dis ouais ouais, il y a les écrits qui arrivent, j'ai pas envie d'y aller, en même temps j'ai envie, c'est ce côté un peu schizophrène. Mais bon, de toute façon c'est pas vraiment important puisque quoi qu'il arrive, je devrais aller aux écrits, j'ai pas vraiment le choix. Euh, et donc ça arrivera, je sais plus, bientôt du coup, puisque là, si on va arriver en février, il reste février, mars. Et puis après, le mois d'avril, c'est à la moitié du mois d'avril que les écrits commencent, hein. D'ailleurs, cette pensée a encore été plus présente dans mon esprit, puisque quand j'ai regardé le coloscope, alors il est plus ouvert, mais je regardais le coloscope, puisque je voulais savoir quel col j'avais cette semaine, et je m'apercevais que, mine de rien, il restait quoi, 5-6 créneaux, un truc du genre, à peu près, avant que le coloscope s'arrête brutalement. Ce qui veut dire que s'il s'arrête brutalement, c'est tout simplement parce qu'après, il n'y a plus de colle, vu qu'après, c'est les écrits, et que, donc il s'étend pas plus loin. C'est assez compréhensible. Bref, du coup, oui, cette pensée qui me hante. Bref, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a d'autres choses avant les écrits, hein. On a encore du temps pour finir de se préparer. J'ai encore du temps, encore un peu. Et donc, c'est justement, on va parler un peu de ce qui s'est passé cette semaine, du coup, puisque c'était une semaine assez light, finalement, puisque il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai eu des petites colles qui se sont bien passées. Est-ce que je peux ouvrir les trucs? Je ne sais pas. Je vais essayer d'accéder au site en même temps. Mais oui, j'ai eu deux colles qui sont bien passées. Une colle d'anglais et une colle de maths. Voilà. Une colle d'anglais qui s'est assez bien passée. Je crois que c'est. D'ailleurs, mon prof m'a mis ma meilleure note en colle d'anglais que j'ai eu pour l'instant cette année. Donc il m'a mis 15, ce qui peut ne pas être paraître incroyable. Sachant que j'ai eu des meilleures notes aux oraux. Mais bon, l'année dernière, j'ai jamais eu 15, je crois, en colle. Donc ça veut dire que je m'améliore, j'imagine. Bref. Encore que, je ne sais pas pour vous, mais moi, l'anglais, je trouve que c'est quelque chose quand même qui requiert assez peu d'efforts dès lors qu'on sait parler anglais, en fait. C'est juste. Après, c'est juste raconter des choses et les raconter d'une manière qui va bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu donc une colle de maths, oui, le 23, ça devait être lundi, ça, probablement. Ouais, c'était lundi. Petite colle de maths, alors c'était assez drôle, puisque j'ai eu colle avec un colleur que j'apprécie beaucoup, puisqu'il donne des exos assez challengeants, des exos assez intéressants, globalement. Un colleur de maths, donc. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé cette semaine, le programme de colle était vraiment pas intéressant, puisque, en fait, c'était plus ou moins le début
des espaces pré-hilbertiens, espaces euclidiens, etc. Donc c'est juste genre 2-3 trucs sur des produits scalaires. Plus en même temps, il y a une partie du programme série de fonctions qui est venue se greffer dedans. Donc c'est un espèce d'abomination, un peu un monstre de Frankenstein, mais il n'est pas tout à fait vivant. Encore moins que le monstre. Mais bref, et donc finalement un programme de colle assez peu intéressant. Et le colleur aussi, il l'avait trouvé assez peu intéressant, puisque du coup il avait préparé la colle, puisque c'était le colleur. Mais donc il avait préparé des exos assez bateaux en fait. Ce qui fait que en fait il s'était pas rendu compte qu'il avait colle avec mon groupe de colle. Et du coup, en fait, quand il a vu que il avait colle avec nous, il s'est rendu compte que les exos qu'il avait préparés n'allaient pas suffire, ce qui était assez tragique et assez drôle, ce qui fait que du coup au final j'ai même pas fait grand chose pendant cette colle, puisque du coup le colleur a dû réfléchir à un truc à me donner, donc il m'a donné une question de course, allez. Mais après ça, il avait du mal à trouver une idée d'exo, puisque du coup, il allait pas me donner les exos qu'il avait préparés sur sa feuille, il a décidé de chercher d'autres idées d'exo, comme ça, en improvisation totale. Mais du coup, c'était assez terrible quand il fallait attendre 10 minutes entre chaque question, parce que il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Mais bon, je ne le veux pas, c'est un excellent colleur, et il n'y peut pas vraiment grand-chose si le programme de colle était vraiment peu intéressant cette semaine, c'était assez vide. Bref, on verra comment ça se passe, puisque demain, j'ai colle de maths sur le nouveau programme de maths de la semaine. En l'occurrence, je crois que c'est pas vraiment beaucoup plus excitant, puisque c'est le début des probas. Puisque du coup, le prof a fait un cours de proba, mais il a fait que la partie probabilité, c'est-à-dire on définit qu'est-ce que c'est qu'une probabilité, qu'est-ce que c'est qu'une tribu, qu'est-ce que c'est qu'un espace probabilisé, qu'est-ce que c'est qu'un espace probabilisable, bref, toutes les propriétés nulles de base, quoi, sans attaquer tout ce qui est vraiment le cœur du programme, j'ai envie de dire, enfin à mon sens, le cœur du programme en probabilité, c'est-à-dire tout ce qui est variable aléatoire. Voilà. Puisque la plupart des sujets de concours en général tournent autour des variables aléatoires, hein. C'est assez rare qu'on vous demande juste un truc bateau sur des probabilités, puisque en fait, ce qui se passe pour les sujets de concours, en cas de tous ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on va assez rarement vous demander, vous poser la question, je sais pas, John et Julie jouent à un jeu, ils ont une probabilité, chacun ils ont une probabilité P de gagner au 4e tour, donner l'espérance du nombre de tours avant de gagner, ça n'arrive jamais. On vous demande jamais ce genre de truc bateau. Pareil, les exos du style, ah, on a 3 urnes avec des boules blanches, noires, marron et multicolores. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge après 36 lancers, enfin 36 tirages, sans remise, attention. Bref, ça n'arrive jamais. On vous demande jamais ça. Soyons clairs, soyons honnêtes entre nous. Ça n'arrive jamais. Ce qu'on vous demande, ça va être des trucs plus intéressants. Par exemple, là, ce qui me vient en tête, c'est un sujet que j'ai fait de l'X qui est de 2021, si je ne me trompe pas, où ça tourne autour de la loi zeta, c'est-à-dire on vous définit une probabilité pour une variable aléatoire. Donc la probabilité que x soit égal à n, c'est un certain truc. Voilà, c'est 1 sur zeta de s fois 1 sur n puissance s, je crois, un truc comme ça. Et du coup, s, c'est le paramètre de votre loi. Et après, on fait regarder différents trucs. Par exemple, quelle est la probabilité que un nombre premier divise x, qui est votre variable aléatoire. Puis après, par exemple, on vous fait établir une formule assez intéressante. Je crois que c'est dans celui-là qu'on l'a fait établir. Vous la connaissez peut-être, si vous connaissez la fonction zeta. Elle a une expression sous forme de produit infini, hein, qu'on appelle un produit eulérien, qu'on peut donc établir par des résultats probabilistes. On peut montrer de manière probabiliste cette égalité. Et donc on peut par exemple vous faire montrer ça avec des probas. Et là c'est intéressant, là on fait des vrais trucs. Pas donc quelle est la probabilité je sais pas, une pièce soit défectueuse, sachant que on a 5% de faux positifs, etc., etc. Ça c'est vraiment très peu intéressant, à mon sens, ça n'arrive quasiment jamais en proba. Donc tout ça juste pour dire que voilà, mon programme de colle cette semaine, c'est les probas. Première partie, c'est-à-dire définir une tribu, définir une probabilité, mettre les propositions élémentaires sur les probabilités, c'est-à-dire probabilité d'une union disjointe, probabilité d'une union tout court. Euh, il y a plein de trucs, théorème de la limite monotone, etc. Bref, tout ça, sachant finalement, je suis encore assez déçu puisqu'on n'aborde même pas certains trucs, certains résultats assez utiles, notamment un résultat assez utile que je pense vous connaissez si vous faites des probabilités euh, et que vous intéressez un peu à ce qui est hors programme, ou tout du moins ce qui tombe de manière un peu déguisée souvent dans les sujets, à savoir le lemme de Borel-Cantelli, qui est un résultat classique de probabilité à établir qu'on n'établit pas. Il n'en a pas parlé le prof, donc voilà.
Mais donc c'est un résultat assez classique qui, selon moi, est bon à connaître. Donc si vous êtes en deuxième année, vous vous intéressez à ce résultat qui, je dirais pas qu'il est assez puissant, mais il est assez utile à avoir sous le coude, puisqu'il n'est pas compliqué à démontrer en plus. Donc bref, je vous invite à vous renseigner sur ça. Je vais m'arrêter là pour ce sujet-là. Bref, puisque sinon je pourrais en parler des heures sans vraiment trop rien dire. Parce que du coup, il s'est passé quand même d'autres choses cette semaine, hein, notamment, donc j'ai eu cours de français, je vais passer dessus parce que c'est comme d'habitude, hein, c'est cours de français, quoi. Cours d'anglais où on a eu du coup une synthèse en 2 heures, et ça c'était vraiment positif puisque ça m'a confirmé que, puisque je m'entraîne assez rarement en anglais, mais ça m'a confirmé, en tout cas aux épreuves écrites, je m'entraîne assez rarement, ça m'a confirmé le fait que je suis capable de faire une synthèse tout à fait honorable dans un temps tout à fait restreint. Puisque le... Pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que l'année dernière, j'ai passé les concours. L'année dernière, en particulier, j'ai passé le concours XENS. Et en particulier, j'ai passé l'épreuve d'anglais du concours XENS. Une épreuve de 4 heures. Une épreuve de 4 heures qui, en fait, est 2 épreuves de 4 heures en une épreuve de 4 heures, puisqu'on vous demande une synthèse, ainsi qu'un texte d'opinion. Je crois que c'est ça la formulation exacte, un texte d'opinion. C'est vraiment une particularité du concours XENS. C'est pas le cas aux autres concours. Par exemple, les seules autres particularités, c'est au mines, je crois, où on vous fait alors, une traduction, oui, une traduction du français vers l'anglais. Donc on vous donne un texte en français à réécrire en anglais, plus des questions. Et je sais plus s'il y a une synthèse aux mines. Je crois pas. Par contre, par exemple, la centrale, vous avez une synthèse à faire, donc une synthèse qui prend 4 heures, je crois. Je suis plus du tout sûr de moi, mais je crois que la synthèse centrale dure 4 heures. Je vais vérifier. Mais en théorie, euh, bon, je ne sais plus. Mais voilà, il faut plus ou moins écrire 500 mots en durée limitée. Donc que ce soit 3 heures ou 4 heures, ça change rien, mais je crois que c'est 4 heures. Et pareil au CCP aussi, je crois. Il faut faire ça. Bref, tout ça pour dire donc que pour les concours type mine, centrale et CCP, ça va, pas de problème. Vous avez largement assez le temps de le faire. Limite, vous avez trop de temps pour le faire. Hein, puisque, soyons honnêtes, une synthèse, ça prend pas 30 ans à faire. Euh, En tout cas, si vous êtes assez à l'aise en anglais, ça prend pas trop de temps. Je sais qu'il y a des méthodes du style faire un tableau synoptique. Voilà. Mon prof d'anglais en première année adorait ça, faire des tableaux synoptiques. Il ne jurait que par les tableaux synoptiques, c'est-à-dire vous prenez une feuille, vous la mettez au format paysage, vous faites 4 colonnes si vous avez 4 documents, et vous renseignez des trucs sur chaque texte. Donc la première colonne qui est donc pour le document 1, ben, vous écrivez, vous reformulez plus ou moins le document 1 en mettant les idées, etc. Et une fois que vous avez fait votre beau tableau synoptique, vous passez soit au brouillon, soit vous essayez directement de rédiger la synthèse, et vous vous débrouillez comme ça. C'est un truc que j'ai fait 2-3 fois, avant très vite de me rendre compte que ça servait pas à grand chose si on maîtrisait en fait suffisamment la langue anglaise. Si vous avez des difficultés, c'est une évidence que c'est très utile. Sinon, franchement, moi, ma méthode, qui est une méthode qui n'est pas une méthode, hein, c'est je lis une fois tous les documents, éventuellement une deuxième lecture si j'ai du temps, si je prévois d'avoir du temps. Éventuellement, ce que j'aime bien faire, ce que j'ai fait au concours, je crois, c'est que j'ai souligné. Voilà, c'est-à-dire quand vous trouvez une phrase un peu choc qui résume bien le document, vous soulignez. Alors, encore faut-il que ce soit un texte, hein, parce qu'il y a aussi souvent il y a des dessins de presse, et parfois juste des documents un peu moins explicites. Enfin, si justement très explicites, typiquement des graphes, vous savez, les graphes en barre, là, en bâton, ou alors on va vous mettre une courbe, par exemple, du chômage, ou une courbe de la dette des étudiants aux États-Unis, etc. Bref, mais sinon, en général, il y a toujours les 3 quarts des documents, c'est des textes, sachant qu'il y a 4 documents en général. Et donc, je mets, voilà, je souligne les trucs que vous pouvez surligner si vous voulez. Bref, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai lu le texte et j'ai mis en évidence les bouts de phrases qui étaient importants. Bah, globalement, dans ma tête, je réfléchis à qu'est-ce que racontent ces documents en fait. Puisque si le jury, enfin, si les concepteurs de sujet ont décidé de mettre ces documents-là et donc de mettre ces documents-là, et globalement, bah, c'est qu'il y a une raison, hein, c'est-à-dire qu'il y a un sujet plus important, mais ça c'est bateau, hein, votre prof vous le dit, hein, si la synthèse, il y a un sujet, il faut parler du sujet, il faut résumer ce que les documents racontent sur le sujet. Bref, donc une fois que j'ai fait ce petit travail dans ma tête, réfléchir à qu'est-ce que me racontent les documents et pourquoi ils racontent ça comme ça, et
qu'est-ce que ça raconte globalement. Il y a beaucoup de fois qu'est-ce que ça raconte dans mon esprit, mais voilà. Euh, une fois que j'ai fait ça, ben, c'est assez bateau, hein. Dans ma tête, je m'établis donc les points cruciaux. En général, par exemple, si c'est une synthèse de 500 mots, j'aime bien faire une centaine de mots pour l'intro, une centaine de mots pour la conclusion, et donc ça me laisse 300 mots, ce qui fait en gros 3 paragraphes de 100 mots chacun, euh, pour donc, ce qui m'amène naturellement à faire en général 3 paragraphes qui vont aborder 3 points du sujet. Par exemple, souvent, ce que les documents vous racontent, en fait, c'est qu'il y en a. On peut extraire un premier paragraphe qui va être, en fait, bah, quel est le statut actuel du sujet, hein. Donc, je sais pas, par exemple, si c'est, je sais pas moi, la santé, vous allez pouvoir retrouver plus ou moins dans vos 3 documents un premier paragraphe qui raconte bah, quel est l'état actuel du sujet de la santé, voilà, par exemple aux États-Unis, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a, que font les gens, etc. Puis en général, vous avez un deuxième paragraphe qui va plutôt bien rentrer dans la case de il y a un problème, et donc par exemple, je sais pas, il y a un problème, les gens ne peuvent pas payer pour leurs soins, il y a une crise de la NHS au Royaume-Uni, ce genre de choses. Ça vous fait un beau deuxième paragraphe. Puis après, vous avez un troisième paragraphe qui est forcément, nécessairement, ça arrive tout le temps, euh, quelles sont les solutions possibles. Par exemple, il y a un document qui va dire oui, voilà ce qu'on pourrait faire, etc. Et il y a un autre document qui va dire voilà ce qui a été fait, il y a ces actions qui ont été prises, regardez ce que ça a fait, incroyable. Et avec ça, en général, vous avez 3 beaux paragraphes qui parlent bien du sujet, qui suivent bien un raisonnement logique, et ça rentre tout seul, aucun souci. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est bien prendre garde à ne pas mettre des documents à part. C'est-à-dire pas faire voilà, exactement ce qui pourrait se passer, c'est pas faire un truc, premier paragraphe document 1, deuxième paragraphe document 2, troisième paragraphe document 3. Ça, c'est à proscrire, ça ne marche pas du tout. C'est pas du tout l'esprit de l'épreuve, hein. Donc, faire dans un paragraphe, du coup, vous allez piocher un peu dans chaque document. Moi, je déteste citer les documents en mettant doc 1, doc 2, doc 3, entre parenthèses, etc. Ce que j'aime bien faire en général, c'est si le document a un auteur, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des articles de presse où on dit juste la source. Typiquement, on va dire euh, The Guardian, sans dire qui a écrit ça. Parce que quand ça arrive, quand il y a le nom de l'auteur, j'aime bien dire par exemple according to nom du mec, machin, 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 ou as machin judicieusement, comme le nom de l'auteur l'a judicieusement dit, machin, machin. Encore que, encore que ça passe moyennement, je trouve. Mais donc voilà, c'est pour ça je limite au maximum ce genre de phrases et même encore plus les citations parce que je trouve que ça fait un truc pas du tout organique. Moi j'aime bien quand mes synthèses elles ont un aspect organique, c'est-à-dire un aspect fluide où on a l'impression vraiment que c'est un vrai document, c'est un vrai petit article euh, qui, voilà, qui existe, qui aurait pu passer sur comme petit article de presse sans prétention, etc. Voilà, quand il a cet aspect un peu authentique. J'aime bien quand ça a un aspect authentique. Et du coup, par contre, plutôt que d'aller forcément citer, etc., les sources, j'aime bien dire si, par exemple, un document a parlé d'un mec, a dit son opinion, bah, j'aime bien justement plutôt aller mentionner le mec plutôt que le document qu'il a cité. Je sais pas si c'est très clair. Mais ça donne un aspect beaucoup plus authentique. Euh, voilà. Et donc, bref, pour faire ça, finalement, qu'est-ce que je fais? Bah, c'est assez bête. Brouillon. On écrit, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit. Ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, j'écris. Donc, je sépare, par exemple, si c'est un 500 mots, je sépare en 5 morceaux de 100 mots, donc 5 paragraphes. Et ce que j'aime bien faire, c'est j'écris d'abord mon intro. Je vais pas me forcer à ce qu'elle fasse pile 100 mots, elle peut en faire un peu moins, un peu plus. Si elle fait 90 mots, c'est pas grave. Si elle en fait 120, c'est pas grave non plus. Mais je m'assure au moins qu'elle tourne dans ces eaux-là, pas qu'elle fasse 200 mots. Donc je l'écris, si je suis satisfait, ok, je passe au paragraphe suivant. Comme ça, je continue. À la fin, je dénombre le nombre total de mots que j'ai. Et ça m'est jamais arrivé d'être en dessous du nombre de mots, mais ça m'est déjà arrivé d'être au-dessus un peu. C'est-à-dire, ça m'arrive, par exemple, si je dois faire 500 mots, donc vous avez plus ou moins 10%, donc vous pouvez faire jusqu'à 550 mots.
ça peut m'arriver d'être à 560 mots, 555 mots. Et dans ce cas, plutôt que de mentir et d'écrire que j'ai fait tout pile 550 mots, bah c'est pas compliqué. Mais ça, c'est assez propre à chacun. Moi, j'ai un style d'écriture qui le permet. C'est que souvent, mes phrases sont plus ou moins partitionnées, ce qui fait que bah, je peux facilement retirer un petit groupement de 10 mots sans vraiment retirer du sens et du contenu à mes propos. Donc, ce que je peux me permettre, bah, c'est voilà, je vais aller chercher dans mes paragraphes où est-ce qu'il y a 5 mots que je peux rayer et que ça garde quand même du sens. Et je fais ça. Et en général, ça marche plutôt bien. L'année dernière, ça avait plutôt porté ses fruits. Mais bon, je vais pas m'étendre beaucoup plus sur le sujet parce que là, on est à 20 minutes de vidéo et ma chaise grince beaucoup. Elle est vraiment en fin de vie alors qu'elle a 2 ans. Mais ouais, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Je sais pas pourquoi je suis parti dans une grande tirade sur l'anglais et comment réussir. Mais voilà. Parce que du coup, c'est pas du tout ce que je voulais raconter, puisqu'il s'est passé d'autres choses, notamment. Alors, les cours d'informatique, d'option informatique qui se passent dans leur côté, c'est voilà, fantastique. Si ce n'est qu'on n'a toujours pas les résultats du DS. Mais par contre, donc, en cours de physique, ça avance toujours, hein. Ça avance, notamment là, la prof a bien entamé la fin de l'électromagnétisme, donc ça va bientôt être fini. Mais surtout, pourquoi j'en parle? Parce que ce samedi, du coup, c'était donc un devoir comme tous les samedis, ou presque, et c'était un devoir d'électromagnétisme, voilà, qui donc était plutôt sympa, puisque je pense que je peux dire sans trop avoir de doute que l'électromagnétisme est une de mes parties préférées du programme de prépa, programme de MP, toute matière confondue, plus ou moins. Ouais, probablement toute matière confondue. C'est un de mes chapitres préférés. C'est pas mon chapitre préféré, mais c'est un de mes chapitres préférés. Puisque je trouve que bah déjà c'est assez intéressant en soi. Ça s'éloigne des aspects un peu antiques qu'on a de la physique, hein. C'est-à-dire que les problèmes, euh, les problèmes bateaux de ressort ou de chute des corps, c'était intéressant en première année, mais à un moment, c'est bien quand on peut faire autre chose. Euh, et donc ça donne un vrai souffle de nouveauté, l'électromagnétisme. Et même si c'est vieux, hein, en soi, c'est très vieux l'électromagnétisme, mais ça donne quand même un certain renouveau à la matière et c'est quand même très intéressant. Notamment, bah, j'aime bien personnellement à titre personnel, j'aime bien la manière dont se manipulent les équations de Maxwell, la manière dont en électromagnétisme, tout découle assez facilement des propriétés, enfin des propriétés des- oui, des propriétés élémentaires du cours, hein. Donc, ce que j'entends par propriété élémentaire, c'est équation de Maxwell, loi d'Ohm locale, pas grand-chose en fait de plus d'ailleurs dans l'électromagnétisme en soi quand on y pense. En fait c'est à peu près le strict minimum qu'il vous faut. Encore est-il, non, toujours est-il que non, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de toujours est-il. Ouais, c'est à peu près le strict minimum qu'il vous faut pour faire de l'électromagnétisme. Et à partir de ça, tout découle plus ou moins, même des théorèmes, du coup même les formes intégrales des équations de Maxwell, c'est-à-dire théorème de Gauss, théorème d'Ampère, loi de Lorentz, tout ça, ça découle assez naturellement. Bref, ça donne un vrai sentiment de fluidité, et donc je trouve ça assez plaisant, c'est tout. J'ai fait encore une fois une grande tirade juste pour dire que j'aimais bien ce chapitre. Je l'aime beaucoup plus que les chapitres de chimie. Je l'aime beaucoup plus que les chapitres de mécanique bateau. Je l'aime beaucoup plus que l'induction. L'induction qui est vraiment un chapitre à proscrire. Je l'aime pas beaucoup plus que la thermo. Ça va, la thermo c'est sympa en vrai. Surtout la thermo de deuxième année. Donc, j'entends là conduction thermique, etc. Mais voilà. Euh, donc j'ai eu ce DS, donc qui était un devoir assez long de physique pour le coup, même s'il s'est plutôt bien passé. C'était déjà parce que le dernier devoir de physique, c'est un devoir de chimie qui avait duré moins de 4 heures, je crois qu'il avait duré 2 heures ou 3 heures. Et donc là, c'était un vrai devoir de 4 heures, mais le seul souci que j'avais, c'est qu'en fait, c'était pas un vrai sujet, c'était une fusion de 3 sujets. Euh, donc ce qui fait que bah, finalement, il était déjà assez long, mais il y avait surtout des points assez redondants, hein. C'est-à-dire que je crois que j'ai dû montrer 3 fois la même formule. Mais attention, c'est 3 fois la même formule avec des conventions de notation différentes, ce qui change tout.
Mais voilà, c'était parfois assez pénible quand on monte un truc dans la partie qui vient du premier sujet, on remonte plus ou moins le même truc, mais au lieu d'écrire oméga t moins kz, on a écrit kz moins oméga t. Donc on doit le remontrer comme ça. Et troisième partie du sujet, ah, cette fois on va le remontrer, mais plutôt que d'écrire rotationnel, gradient, etc. En lettres, on va écrire ça tout avec des nablas. Parce que pourquoi pas, hein, finalement. Bon, c'était assez redondant, c'était assez pénible parfois, mais quand même j'ai beaucoup aimé ce sujet. Voilà. Surtout que, en fait, j'avais pas tant que ça révisé l'électromag. J'avais décidé la veille vite fait d'ouvrir mon Duno pour regarder vite fait si j'avais oublié des trucs. Résultat, j'avais pas vraiment oublié grand chose. Et donc, bah, j'étais assez content puisque ça veut dire que, bah, a priori, j'ai pas vraiment perdu en physique, tout du moins en électromag. J'ai pas perdu grand chose, quand bien même j'ai pas vraiment mis l'accent là-dessus. Encore une fois, je le rappelle, il y en a qui pourraient me dire, mais quoi? C'est complètement idiot ce que tu fais, t'as pas bossé à fond la physique, mais tu es en train de gâcher ta 5,5, etc. Non, je ne suis pas en train de gâcher ma 5,5, c'est tout à fait réfléchi, hein, pourquoi je n'ai pas mis un accent énorme sur la physique. Déjà parce que je vais pouvoir me le permettre, là, de vraiment mettre un coup de cravache sur la physique quand je l'aurai décidé, dans les semaines qui vont venir, mais surtout parce qu'en fait, la physique n'a jamais été mon problème. Je m'explique, pendant que ma chaise grince. L'année dernière, j'ai passé les concours, je l'ai déjà dit, et là où surtout le concours que je voudrais le plus, c'est XENS, comme tout le monde, mais au-delà de ça, même à Centrale ou aux mines, euh, j'ai eu des résultats tout à fait acceptables en physique, notamment, par exemple, XENS, j'ai eu 10,5. C'est pas ouf, 10,5 en physique, mais c'était certainement plus que mes 7, mes 6 en maths. Et donc, autant c'est possible d'être admissible avec 10 en physique, autant avec 6 en maths, c'est beaucoup moins possible. Et donc je préfère autant avoir 15 en maths que 15 en physique. Ça peut paraître assez bizarre dit comme ça, hein, mais en fait c'est tout simplement parce que c'est beaucoup plus dur de monter à des notes de type 15 en maths qu'en physique. Ça demande un travail beaucoup plus important. En physique, si vous regardez bien finalement, tout tourne autour de 2-3 propriétés que vous allez apprendre, et après tout découle de ça, et il n'y a aucun souci, c'est toujours plus ou moins les mêmes choses qu'on vous demande, on vous fait tourner un peu les notations, on va changer un peu la configuration du problème, mais c'est toujours à peu près ça. Alors qu'en maths, on va jamais vous demander vraiment de refaire tout le temps la même chose. Ça peut vraiment varier énormément. Bien sûr, il y a des propriétés à connaître, bien sûr, il y a des théorèmes à connaître, des trucs classiques à savoir, mais c'est pas du tout. C'est une condition nécessaire de connaître tout ça, mais c'est pas du tout suffisant. Là où en physique, ça se rapproche beaucoup plus d'une condition nécessaire et suffisante, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vais arrêter là pour aujourd'hui, puisque j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo, puisque c'était assez brouillon. On allait sur 3 sujets différents, si je retiens bien. Et la vidéo est déjà largement assez longue comme ça. Je sais même pas si je vais avoir le temps de la publier avant qu'il soit 18h. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. Vous connaissez la routine. Si vous voulez vous exprimer dans les commentaires, j'adorerais entendre votre opinion sur tout ce que j'ai raconté aujourd'hui. Mais aussi, si vous n'êtes pas abonné, que vous voulez vous abonner, allez-y pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Mettez un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez trouvé que ce que j'ai dit était intéressant. Et comme d'habitude, je le répète encore une fois, l'espace commentaire est à vous. Sur ce, c'était Adam. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. Ciao tout le monde!